Donc, la plateforme collaborative, après 2 ans de lancement, c'est un peu plus de 650 personnes qui ont créé un compte, dont vous faites partie pour la plupart. J'invite ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Collectif à le faire. Ça prend 3 minutes. Mais c'est surtout beaucoup d'informations ensuite qui vous est adressée sur la thématique de l'économie circulaire, sous le prisme de l'économie de la ressource et du développement économique. Et je vous dirai quels sont les services un peu après. Voilà, donc je vous invite vraiment pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur le réseau collectif à vous créer un compte. Ça vous permet de vous référencer, de dire quelles sont vos compétences, vos domaines d'intervention, vos activités, de dire où vous êtes aussi, de vous géolocaliser, de géolocaliser votre entreprise, votre collectivité, votre association, et de rejoindre un réseau. Voilà. Si vous êtes prestataire, vous avez également un service de référencement réservé, dédié aux prestataires sur cette plateforme collaborative, un service qu'on a mis en ligne il y a 1 an. Alors, la plateforme collective, c'est une actualité publiée chaque semaine sur la thématique de l'économie circulaire en Grand Est. C'est une information qui arrive aussi d'autres régions pour pouvoir benchmarker, comprendre ce qui se passe ailleurs, observer, s'enrichir, se nourrir d'expériences et de projets au-delà de la région Grand Est. C'est une actualité qui ensuite, chaque semaine, vous arrive naturellement. On s'imagine que vous n'allez pas venir vous-même vous connecter chaque semaine à la plateforme. On est déjà hyper connecté, parfois trop. Donc cette actualité vous arrive en mode condensé, synthétique, ensuite chaque semaine. C'est aussi des projets. La plateforme collective, c'est aussi près de 70 projets qui sont cartographiés, dans lesquels vous avez accès à de la méthode, des indicateurs, mais également aux acteurs qui jouent le jeu en Grand Est en matière de dons d'informations. C'est résolument un réseau collaboratif ouvert, inscrit dans l'intérêt général. Donc ces personnes-là acceptent de délivrer de l'information sur la façon dont ils opèrent dans leur projet, avec qui et quelle valeur créer dans chaque projet. Voilà, donc près de 70 initiatives. On en référence actuellement de nouvelles et probablement qu'on verra vers certains d'entre vous. Manifestez-vous également si vous souhaitez partager vous-même une actualité, un retour d'expérience en matière d'économie circulaire. Voilà. Donc ça, c'est la plateforme collaborative. Amandine, je te laisse un petit peu avancer. Donc, vous allez voir un module d'actu. Ça, c'est voilà, l'exemple de 3 dernières actualités qui ont été publiées. Un agenda. Donc, on va nous enrichir pour, évidemment, vous donner des rendez-vous, vous proposer des rendez-vous sur le second semestre. Et puis, ce sont des initiatives, des retours d'expérience, une cartographie. En baladant la souris sur la cartographie, vous accédez, voilà, en zoomant, dézoomant au projet. Vous pouvez tout de suite voir auprès de chacun des acteurs comment s'opèrent ces projets, avec qui, comment, sur quelles ressources. Il y a des mots-clés, vous pouvez tout à fait choisir aussi des thématiques qui vous intéressent en particulier. Aujourd'hui, c'est du bâtiment, la thématique du réemploi. Voilà. J'ai vu dans vos attentes qui étaient formulées par le petit jeu d'accueil qui avait le mot plâtre, par exemple, vous pouvez interroger le mot plâtre. Et la plateforme collective va vous dire, sur la région Grand Est, mais également en France, d'autres régions de France, comment la question du plâtre, elle est traitée. Et par qui. Voilà. Ensuite, Amandine, si tu veux bien poursuivre, vous dire quelques mots de l'économie circulaire. Si vous êtes ici, je pense que ce n'est pas un hasard. Notre temps est compté, à chacun, à chacune. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'économie circulaire aujourd'hui. C'est le passage d'une économie linéaire à une économie de territoire, d'une économie linéaire à une économie qui préserve la ressource, qui allonge l'usage des produits et des services. C'est une économie linéaire qui passe à l'économie de la coopération. Voilà. Et la coopération, dans des flux et des boucles courtes, au plus proche de la consommation, du traitement de la fin de vie des produits, de manière à allonger cette durée d'usage
préserver la ressource, limiter les impacts. Voilà. En quelques mots. Alors ici, c'est une documentation disponible sur le site de l'ADEME. La présentation a un peu évolué au sein de l'ADEME. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2015, 2016, 2017, quand on commençait à parler d'économie circulaire, on avait un schéma où on avait distinctement l'offre économique, la consommation, les consommateurs, la question des déchets. On voit encore ces notions, cette répartition un peu des façons d'agir dans ce visuel. Je trouve qu'ici, dans cette nouvelle version de présentation de l'économie circulaire, on voit d'autant mieux les boucles. Ce qui est finalement l'essentiel, c'est rapprocher la production de la consommation dans une perspective d'allongement de la durée d'usage, préservation de la ressource et limitation des impacts. Donc on voit bien que la réparation, ici, c'est vraiment le premier geste. Voilà, le recyclage, c'est quand on n'a plus le choix. Voilà. Donc, je ne rentre pas techniquement dans chacun des sujets, mais l'approche des entreprises en matière d'éco-innovation, en agissant sur l'éco-conception du produit, l'analyse de cycle de vie du produit, l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, qui vise à privilégier l'usage du produit plutôt que sa possession, l'approche des achats responsables, l'approvisionnement durable. Voilà quelques clés sans aller plus loin, je dirais, dans cette introduction à l'économie circulaire, pour passer de cette économie linéaire à cette économie territoriale de coopération et de préservation de la ressource. Voilà. Donc, coopération, pour nous, c'est vraiment un sujet majeur. C'est une économie du lien, une économie du bon sens, certains diraient. C'est une économie dans la durée. Je vais peut-être, Amandine, m'arrêter là, plutôt laisser place à cette rencontre qui est une rencontre à la fois virtuelle, mais aussi des rencontres locales. Comme l'a dit Amandine, l'idée c'est de, après cette séquence de témoignages, arriver à partager dans des sous-groupes sur la thématique qui va nous être proposée, sur les témoignages qui vont nous être offerts, et merci aux témoins. Pour préserver quand même cette dimension de réseau, de réseautage dans cette heure 30 que nous allons passer. Donc, pour passer à cette séquence de témoignages, Jean-Philippe Michel de la région Grand Est va vous présenter les enjeux de l'économie circulaire, plus particulièrement dans la filière du bâtiment. Je vous laisse la parole, Jean-Philippe. Eh ben, c'est gentil, je l'apprends. Tout d'abord, avant de commencer, moi j'ai posé une petite question en préambule là, de ce qui nous a été proposé. Donc, ce que j'attends aujourd'hui de la réunion, c'est de pouvoir vous démontrer, entre guillemets, que l'économie circulaire, c'est cool. Alors, on va essayer de vous démontrer ça. Première des questions, déjà aujourd'hui, pourquoi on fait un focus sur le bâtiment? Ça, avant d'aborder la question de l'économie circulaire, le bâtiment, tout simplement, c'est le secteur le plus énergivore et le plus producteur de dioxyde de carbone aussi, au niveau national et au niveau régional. Et au niveau régional, plus précisément, donc Grand Est, c'est le plus gros producteur de déchets, tout simplement. C'est une production de déchets supérieure à 15 millions de tonnes annuelles et ça représente à peu près 69% du gisement total des déchets liés à l'économie, tout simplement. Donc voilà pourquoi on fait un focus sur le bâtiment, le BTP. Et alors, pourquoi l'économie circulaire, c'est cool? Si tu veux bien, Amandine, donc montrer le premier schéma. Voilà, ça c'est l'économie linéaire qu'on a fait depuis des années avec l'extraction des matières premières, on transforme, on construit, on démolit le bâtiment, on enfouit pour certains matériaux, on les met en déchets, on incinère, etc. Donc ça c'est l'économie classique, je dirais. Et puis l'économie circulaire, si tu veux bien recliquer, et ben voilà, c'est cool. Donc on a 2 cercles supplémentaires après la vie du bâtiment. Après avoir fait un diagnostic, on recycle les matières ou on les réemploie. Dans la boucle du recyclage, on les traite pour qu'elles deviennent des matières premières secondaires, et vous aurez des exemples tout à l'heure. Ou alors, on réemploie carrément les matériaux en les préparant tout d'abord et en les mettant à disposition dans des endroits de stockage. Alors ça, c'est les boucles théoriques.
Et du coup, pourquoi en fait recycler et réutiliser, c'est mieux que de faire l'économie linéaire? Tout simplement pour nous, régions, on s'est intéressé à cette question parce que la loi NOTRe de 2015 a donné la compétence déchets aux régions. Voilà, donc c'était devenu notre compétence. Notre schéma régional qui gère justement ces aspects-là, les déchets notamment, a été validé, le SRADET a été validé en 2019. Et on avait dans ce SRADET, concernant le BTP, 3 objectifs principaux: réduire les déchets de 11% d'ici 2031, valoriser la matière à hauteur de 1 million de tonnes et aboutir à un taux de valorisation de 79% des déchets en 2031. En 2016, il était à peu près de 59%. Donc, voilà, on s'est donné un objectif d'augmentation de 20% de valorisation d'ici 2031. Donc voilà, ça c'est les objectifs de la région. Et puis, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse en fait à l'économie circulaire, parce que ça fait partie de nos objectifs, de notre ADN, de notre rôle de région, de prévoir mais aussi gérer les déchets à une échelle régionale, mais parce que aussi l'économie circulaire, tout simplement, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de valeur en termes de pécunier pour les entreprises, pour le tissu économique local. Et ça, vous le verrez au travers des exemples d'entreprises, et pas que, qui vont vous être présentés juste après. Voilà, donc, je passe la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci déjà à tous, et puis merci pour cette belle invitation, et qui sera un peu l'occasion de parler un peu de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier donc Karine Garcia de la société Veolia avec qui on travaille sur la région Grand Est. Donc, je ferai une petite référence aussi à un vrai travail d'économie circulaire qu'on a vraiment développé sur le Grand Est, puisque vous allez le voir, ce qu'on collecte dans le Grand Est est aussi recyclé et traité, et on fabrique un produit grand public dans une usine aussi alsacienne. Donc là, on est vraiment sur du 100% Grand Est. Voilà. Donc, je représente la société Rickling Revalorisation, qui est située dans le Corosberg, précisément à Rohr, à côté de Strasbourg, pour les non-initiés. Et je vais un peu vous parler un peu de notre activité à travers 2 points. Le premier, à travers le process, et aussi rappeler pourquoi le plâtre, qui est notre activité principale, doit être trié. Premièrement, le process. Le process, c'est une technologie que nous avons adaptée et développée nous-mêmes en Alsace. Elle n'existe pas ailleurs, donc des choses sont en cours de brevet d'ailleurs. Et nous avons de loin la technologie la plus aboutie du marché, pour une raison qui est simple, parce que nous sommes les seuls aujourd'hui en Europe à être capables de traiter tous les déchets de plâtre en mélange, quelle que soit la qualité. Alors il y a des collègues aussi à nous qui ont un peu évolué, qui évoluent dans ce sens-là, et d'ailleurs on s'en satisfait, parce que quand les choses évoluent collectivement, on sait que la filière va pouvoir aussi, en tout cas, grandir aussi de manière collective et pérenne sur le long terme. Donc, on a mis en place notamment des systèmes de traçabilité. Alors, nous ne sommes pas des collecteurs de déchets. Nous sommes certes des gestionnaires de déchets, mais nous sommes avant tout des industriels. Nous avons une logique industrielle, nous avons des process, nous avons une usine avec des ouvriers, avec des techniciens qualité, avec un certain nombre de compétences, et nous raisonnons comme une usine à part entière. C'est ça toute la différence. Nous n'avons pas de camion de collecte. Nous avons des partenaires qui savent très bien le faire. Donc, en l'occurrence, j'ai cité Veolia, mais il y a aussi des collègues comme Schroll, en Alsace, avec qui nous travaillons très très bien, pour qui c'est le métier. Et un métier que nous ne saurons jamais faire, parce que ça demande aussi des compétences et des niveaux d'investissement aussi très importants. Là, ce que vous voyez, c'est l'alvéole de notre matière recyclée par le bas, et un des éléments qu'on utilise pour mesurer un paramètre, et notamment le paramètre concentration de sulfate de calcium dans la matière. Donc cette matière-là est réutilisée à 100% pour refaire de la plaque de plâtre.
dans une usine, enfin dans 2 usines exactement. Une usine située en Alsace, donc à Haute-Marseille, du côté de Mulhouse, et une autre à Honneuil. Et donc, ces matériaux sont utilisés pour faire la plaque de plâtre que vous pouvez trouver soit chez vos professionnels, soit dans les Leroy Merlin ou bon, je sais citer Leroy Merlin, mais il y en a d'autres, hein. Les Castorama, les Conforama, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est des matériaux grand public. Voilà. Très clairement, alors, j'ai une petite fenêtre qui se met devant mon truc, mais bon, voilà. Très clairement, nous collectons des déchets de plâtre, essentiellement issus des collectivités, soit sur des chantiers de construction, de démolition, et bien sûr de déchetterie, qui est d'ailleurs un peu notre cœur de métier, puisque l'idée, c'est de récupérer tous les déchets de plâtre, quel que soit leur niveau. Donc c'est pour ça qu'on les a caractérisés sur 2 types. Les déchets dits plâtre simple, qui sont simplement constitués d'apparemment en carton. Alors une plaque de plâtre, par définition, c'est toujours un sandwich. C'est-à-dire que vous avez en son centre du gypse et est retenu de chaque côté par ce qu'on appelle apparemment, généralement en carton. Alors on dit du carton, mais c'est un matériau qui est bien plus complexe que ça et qui demande beaucoup de recherche et de travail au niveau de l'ingénierie. Parce que vous l'aurez remarqué, il y a différentes couleurs, j'y reviendrai. Donc, vous avez la fameuse plaque BA13 qu'on est capable de recycler, et aussi des plaques alvéolées. Alors, très clairement, hein, j'entends passer le train. Donc, un exemple, voilà, de la plaque pare-feu, par exemple, la plaque rouge, alors qui est constituée de manière différente qu'une plaque BA13 classique, hein, puisque son cahier des charges permet de résister à un certain temps à un environnement très hostile en cas d'incendie, donc les piliers de plaques style vert, tous les plaques dures, voilà, ce genre de choses qu'on est capable de recycler et retransformer, comme vous l'avez vu dans la photo précédente, sous forme de poudre. Alors la poudre, on varie sur des granulométries entre 1,2 et 500 microns, donc c'est extrêmement fin. Un autre exemple de plâtre simple, ouais, les fameuses plaques alvéolées ou les fameux carreaux de plâtre qu'on trouve essentiellement dans les anciennes démolitions. Le deuxième type de déchets qu'on peut trouver en déchetterie ou sur des chantiers sont les plâtres dits complexes, c'est-à-dire des plâtres qui auront un parement différent de celui connu en plâtre simple, c'est-à-dire simplement avec du carton, donc qui peut être soit isolé avec du polystyrène de roche, je pense que vous en avez tous un peu vu, ou des matériaux contenant de la fibre de verre, notamment sur les plaques très techniques qui demandent à avoir une haute résistance dans des conditions très particulières. Prenons l'exemple d'une petite plaque avec un peu de céramique, une autre avec de la laine, avec du polystyrène, et ce, quelle que soit la couleur. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires pour valoriser ce polystyrène. Pareil pour la laine de verre, la laine de roche et la laine de verre. Il existe d'ailleurs des solutions, hein, donc avec un certain nombre de partenaires qui sont en capacité de collecter avec nous sur des chantiers la laine de verre pour la recycler et refaire de la laine de verre. Donc très clairement, 90... Alors, le polystyrène, quand on arrive à le séparer, donc, parce que c'est un cas un peu à part, mais une plaque, la partie plaque de plaque, 96% de cette matière est valorisée. Voilà, le carton lui-même a lui-même un certain nombre d'exutoires. Voilà. Comment vous voulez faire? Vous voulez poser des questions maintenant ou est-ce que vous souhaitez prendre les questions par la suite? C'est comme vous désirez. Là, je peux prendre une salve de questions si vous souhaitez. Plutôt à la suite. Par la suite, d'accord. Merci. Alors, pourquoi trier le plâtre? Alors, le plâtre, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, on se contentait de le mettre en enfouissement dans les gravats parce qu'on estimait que c'était un matériau minéral. Et en fait, pas complètement. Pourquoi? Parce que le plâtre n'est pas un matériau dit inerte. C'est un matériau non inerte. Alors, sans rentrer dans la technique, très clairement, le gypse est un matériau issu de carrière qu'on va déshydrater, qu'on va passer dans des fours, et ce gypse est lui-même un cristallin.
Donc, qui dit cristal, ça veut, en fait, les cristaux, en fait, en chimie, c'est pas forcément des cristaux comme on l'entend dans le langage courant, ce sont des molécules qui sont saturées d'eau. Donc, on va ôter exactement 3000 molécules d'eau à du CaSO4 et on va à ce moment-là rendre la matière plus fine et on va la transformer sur ce qu'on appelle soit un hémidrate ou un anhydrite selon la température qui sera portée et la concentration de sulfate de calcium qu'on souhaitera avoir. En tout cas, toute la partie eau du gypse qu'on souhaitera en tout cas éliminer. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'elle est transformée, cette matière, vous l'avez sous forme de plaques, et ces plaques, vous les remettez dans vos bâtiments, ou les chutes, vous les mettez dehors. Naturellement, comme c'est un cristallin, comme elle a été déshydratée, elle va réagir, elle va reprendre sa forme, et va polluer et avoir des actions nocives pour l'environnement, notamment à travers l'émanation d'H2S, donc de sulfure d'hydrogène, ou d'acide sulfurique après précipitation. Et donc, c'est pour ceci que la réglementation a évolué. Donc, il faut savoir que le plâtre est interdit d'enfouissement depuis maintenant 2006. J'ai fait une petite erreur dans une présentation il y a 2 jours parce que je parlais de l'arrêté du 15 février 2015. Mais en fait, c'est le 15 février 2016 où effectivement, on rappelle une chose, que le plâtre, en tout cas la réglementation autour du stockage, parce que le terme est important, on ne parle plus d'enfouissement, on parle de stockage, on parle d'installation de stockage de déchets non dangereux. Et je pourrais répondre à cette question-là par la suite, pourquoi on appelle ça du stockage et non plus de l'enfouissement. Donc, n'est plus autorisé à l'unique condition d'avoir un casier dédié au plâtre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous devez à un certain moment enfouir du plâtre dans une classe 2, donc un ISDND, vous aurez entre guillemets le droit, mais à la condition soit de l'enfouir ou de le stocker dans une alvéole dédiée, soit de payer une TGAP majorée de 110 € sur la base du taux le plus élevé de la ligne correspondant à votre installation. En l'occurrence, si c'est un centre d'enfouissement, de tête, on est à 54 € plus 110 €. Donc, si vous enfouissez 500 tonnes, alors on prend 1000 tonnes parce que c'est plus simple. Si vous enfouissez 1000 tonnes de plâtre dans une classe 2 qui n'est pas dédiée à l'alvéole, vous pouvez normalement être soumis à une TGAP, en tout cas à une majoration de TGAP de 110 €, c'est-à-dire 1000 tonnes multipliées par 164 €. Voilà, ce qui ferait un petit surcoût de 164 000 €, ce qui n'est pas rien quand vous êtes en gestion d'un budget public. La TGAP, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, est en forte augmentation. Alors pour nous, en tant que recycleurs, je l'avoue, c'est quand même pas trop mal parce que nous avons une TGAP à 0. Et d'ailleurs, la question aussi de la TVA se posera et je pourrai répondre aussi par la suite. Et surtout, il va y avoir un grand bouleversement sur nos métiers à partir du 1er janvier 2022, puisqu'il y aura une mise en place de la loi AGEC. Et cette loi AGEC a déterminé comme prioritaire les déchets du bâtiment et sera géré par un éco-organisme qui lui-même aura un certain nombre d'objectifs à atteindre et pourra même être soumis à des sanctions si ces objectifs ne sont pas atteints. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop si on sera sur une REP financière ou une REP 100% opérationnelle ou mixte, puisque les gens sont encore un peu en discussion. Il y a un certain nombre de choses qui évoluent, mais très clairement, les choses vont se décanter assez rapidement. Au 1er janvier, on aura le déploiement de la REP sur la globalité du territoire, qui est d'ailleurs une transposition des traités européens. Voilà, j'espère avoir été synthétique et assez rapide. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y avait une première question, oui. Le premier témoin, Amandine.
qui était la suivante. La matière que vous récupérez, est-ce que vous l'achetez ou est-ce que vous la récupérez gratuitement? Ça touche à votre modèle économique. Hein. Je peux comprendre qu'il y a des questions de confidentialité également à l'égard de cette question. Alors, non, c'est pas du tout confidentiel là-dessus. Donc, effectivement, nous, la matière, on la rachète pas. C'est un service de récupération d'un déchet produit par un territoire, produit par des usagers, produit par des professionnels qui font que cette matière, elle n'est pas réutilisable puisqu'elle a été traitée. Donc, aujourd'hui, dans l'absolu, ce n'est pas une matière naturelle qu'on sera en capacité de pouvoir introduire directement dans des process de fabrication. Donc, on est obligé de la traiter, on est obligé de la travailler, alors sans rentrer dans le détail, les process de fabrication, mais une vraie transformation physico-chimique de la matière. Donc, ce n'est pas un élément très simple. Le plâtre, si vous ne le mettez pas dans un broyeur, et puis ça vous sort de la poudre blanche, je le garantis, c'est beaucoup complexe. Et on travaille vraiment sur la globalité de la chaîne de valeur, allant entre le moment où la matière rentre chez nous et le moment où on va fabriquer une plaque de plâtre en fonction des spécificités du matériau qu'on aura sorti. En termes de chiffres, on traite entre 25 et 30 000 tonnes de matière en Alsace par an. Donc ça ne se fait pas comme ça, quoi. Donc ça ne peut pas être gratuit. Alors par contre, la REP va permettre, dans un certain cas, alors c'est pas complètement défini, mais le principe de la REP, c'est de permettre notamment à des collectivités de pouvoir bénéficier dans un cas très spécifique, qui est le tri. Alors, je ne veux surtout pas que ma réponse soit prise comme un élément définitif, hein, c'est juste une interprétation, en tout cas c'est comme ça qu'on commence à l'interpréter. Ce que je dis n'est pas force de vérité, loin de là, mais par contre, l'objet en tout cas de la REP, c'est qu'à un certain moment, on puisse proposer aux collectivités ou aux gestionnaires de ces déchets, s'ils trient, de bénéficier d'une reprise sans frais. Alors attention, sans frais ne veut pas dire gratuite, hein, c'est différent. Une reprise sans frais, au même titre que bénéficient d'autres matériaux dans le cadre d'autres éco-organismes. Donc ça, c'est un peu l'objet de ce genre de choses. Par contre, ce qui veut dire aussi, c'est que les éléments du bâtiment, et notamment du second œuvre, comme quand vous achetez une télévision ou autre chose, sont soumis à une éco-contribution que vous paierez au moment de l'achat et qui permettra le traitement de ces matériaux. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière... Une question complémentaire, je me permets de poursuivre. Quelle est la compétitivité de ces matériaux d'une seconde vie par rapport à des plaques de plâtre de première génération? Eh ben, Est-ce qu'elles sont compétitives, ces nouvelles plaques recyclées ou de la seconde vie? Alors, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que depuis 2011, avec nos partenaires industriels, on a relevé un très beau challenge industriel. C'est que, comme peut-être certains d'entre vous font des travaux chez eux, bah, effectivement, ils ont réalisé que la matière est plus friable, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, puisque c'est du gypse qu'on va déshydrater, et qui va être traité, qui va être mélangé, donc qui a une qualité qui est bien inférieure à ce qu'on peut trouver sur du gypse naturel. Donc, ce qui veut dire, c'est que la molécule de gypse, en fait, dans l'absolu, elle est recyclable à l'infini. Le plâtre qu'on va récupérer, on va le remettre dans le process, il va être recyclable complètement à l'infini puisque c'est une roche. Par contre, c'est les exogènes qui ont constitué cette plaque qui vont différencier. Un jour, vous avez ce gypse, il sera passé à travers une plaque hydrofuge, l'autre à travers une plaque peut-être haute dureté. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc nous, on a un vrai travail, en gros, de concentration de ce matériau pour qu'il soit réintroduit dans des plaques de plâtre. Aujourd'hui, on ne sait pas faire une plaque de plâtre 100% recyclée. Par contre, la proportion de matériaux utilisés pour faire du gypse, enfin, pour extraire du gypse à destination de la fabrication des matériaux de seconde œuvre est bien supérieure, est largement supérieure à ce qu'on peut récolter en termes de déchets. Une étude des 14 a démontré qu'on était capable de collecter à peu près 500 000 tonnes par an en France
on sait qu'aujourd'hui, il faut plusieurs millions de tonnes pour répondre au marché. Donc, on n'aura pour le moment pas de plaques 100%, mais par contre, aujourd'hui, on peut presque dire que 100% des plaques qui sont sur le marché ont déjà du gypse recyclé. Voilà. Ce que je vous propose, je me permets de peut-être. On est un peu pris par le temps, hein, Amandine. Il faut vraiment laisser la place à la rencontre locale et à ces sous-groupes à 15 heures. On a encore 2 témoins. Il y a d'autres questions dans le fil de conversation. Je vous invite à les relever, voir, et peut-être à faire des retours auprès des personnes qui se posent encore des questions sur cette question de la seconde vie du plâtre, notamment. Je te rends la main, Amandine. Merci pour vos beaucoup. réponses. Merci. Je vous propose donc de continuer avec les témoignages sur le réemploi dans la filière du bâtiment. Est-ce que Madame Cogiol, vous êtes présente? Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de souci de micro? Oui. Super. En tout cas, merci déjà pour ce temps de présentation, un temps qui nous est offert pour parler du réemploi dans le bâtiment. Nous, c'est une question qui nous touche de près, puisque le projet BOMA, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2018 et qui porte vraiment ces questions centrales, c'est la question du gaspillage des matériaux de construction dans le secteur du bâtiment. Ce sont, comme vous le savez peut-être, des matériaux qui sont, pour la plupart, qui ont gardé toute leur qualité esthétique et technique et qui pourtant sont systématiquement envoyés à l'élimination. Donc, ce sont des questions auxquelles on s'est attelé. Vous connaissez peut-être un peu le domaine, vous savez que quand on s'attelle à cette question, le champ d'action dans le réemploi du bâtiment est vraiment très très large, on peut l'attraper par plein de bouts différents. Nous, on a choisi 2 approches aujourd'hui. BOMA, aujourd'hui, c'est 2 structures. La première, c'est un bureau d'études spécialisé en économie circulaire pour tous les professionnels de la construction. On accompagne tous les acteurs de la construction, du maître d'ouvrage au maître d'œuvre, bureau d'études, entreprise. On est l'expert réemploi qui peut intervenir à n'importe quel moment d'un chantier de démolition, déconstruction, réhabilitation et même construction neuve. La première étape dans ces démarches-là, c'est toujours un diagnostic ressources. D'ici le 1er juillet, avec tout à l'heure, M. Biller parlait de la loi AGEC, nous aussi, on est très, très concernés par cette loi et les décrets d'application qui vont pas tarder à tomber. D'ici le 1er juillet, normalement, c'est le diagnostic PMD, produits, matériaux, déchets, qui va être obligatoire sur tous les chantiers. Donc, une fois que cette première étape est passée, et il s'agit de lister tous les matériaux, toute la matière qui va être bougée par la déconstruction, une fois qu'on a cette liste, on peut commencer à réfléchir à des solutions intéressantes pour valoriser à maxima toute la matière qui va être bougée. Et par exemple, notre métier, ça va être de faire intervenir, de chiffrer, quantifier toute la matière qui va être bougée et d'essayer de lui trouver l'exutoire, le meilleur exutoire, si possible, en local. Par exemple, typiquement, ce sera d'identifier combien de plaques de plâtre vont être démolies et de préconiser un envoi chez Rittling en Alsace. Les activités du bureau d'études passent par toutes les étapes. Ça va après le diagnostic, des études de faisabilité qui sont réalisées. On peut également travailler sur l'intégration de matériaux de construction dans les nouveaux projets. Et là aussi, on attend les décrets d'application d'un matériau de réemploi qui est intégré dans un nouveau projet, vaut 0 dans un bilan carbone. Donc là, il y a vraiment une porte ouverte qui a été faite pour le réemploi grâce à ce décret, pour lequel on espère que ça va vraiment bien faire bouger les choses sur l'intégration des matières. La deuxième structure BOMA qui existe, c'est l'association BOMA, c'est l'association de départ, qui elle a été conservée et qui s'occupe vraiment de tout ce qui est gestion de la matière. Alors contrairement au bureau d'études qui, lui, n'est jamais propriétaire des matériaux en direct, mais qui gère toujours tout pour le compte de la maîtrise d'ouvrage, l'association, elle est vraiment un laboratoire d'expérimentation autour de la matière. Donc, on a plusieurs projets, on a essayé de tester plusieurs choses. On a toujours un partenariat avec Leroy Merlin qui nous a demandé de collecter ses invendus et son surstock. Donc, avec ces matériaux collectés, on
on alimente un petit stock de matériaux qu'on ouvre à nos adhérents, aux particuliers et artisans qui pourraient être intéressés. Ce stock est aussi alimenté par des matériaux issus de déconstruction sur certains chantiers sur lesquels on nous a appelés. Et on teste un peu cette remise en circulation vraiment auprès des particuliers. On a d'autres projets qui s'intéressent plus aux professionnels. Donc là, on est en train de réfléchir à un projet de remise en état, notamment par exemple des sanitaires blancs, puis il y a d'autres matériaux qui suivront. Il y a un projet également sur le bois de déconstruction qui est porté et à Strasbourg et à Aubernais. Donc voilà, on ne se ferme pas de porte sur cette partie association. On essaye de trouver des solutions un peu originales et un peu différentes à certains matériaux qui poseraient problème. Par exemple, si vous voulez un exemple extrêmement concret, on sait que dans pas mal de rénovations urbaines, des rénovations de grande ampleur, il y a des portes intérieures d'appartements qui sont déposées. Alors, cette porte représente, on n'a pas de chiffre évidemment, mais ça représente un grand paquet dans le gisement de matériaux. Mais ce sont des matériaux qui, de par leur faible qualité, ne vont pas forcément réussir à trouver une seconde vie. Une porte alvéolaire en mélaminé, on a beau la poncer, ça reste un produit qui est difficilement réemployable. Par contre, on peut essayer de réfléchir à des détournements d'usage, essayer de, je ne sais pas, en faire peut-être des cloisons. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui occupe l'association, c'est de réussir à... Le bureau d'études va vraiment s'atteler à la partie professionnelle et à la partie matériaux réemployés, si possible, dans le même usage. La partie association va essayer d'être un peu dans la R&D, en tout cas, va essayer de valoriser la matière. Voilà, et du coup, cette partie matériaux, on a un partenariat depuis le tout début du projet avec le réseau Origami, qui intervient juste après moi, avec monsieur Mécharos. Je te laisse la parole, Geoffrey. Merci beaucoup pour cette transition, monsieur Mécharos. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. Donc oui, donc nous on est groupement en fait d'entreprises d'insertion, enfin d'inclusion. Donc le réseau Origami en fait regroupe 4 entreprises inclusives qui se sont lancées il y a plus de 5 ans en fait dans le recyclage, dans la collecte de déchets 5 flux, donc bois, carton, métaux, verre et plastique. Et toujours dans le but, en fait, de mettre au travail des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. C'était le but premier, c'est le but premier des entreprises qui font partie du groupe dans lequel j'ai la chance de travailler. Et en fait, c'est vraiment de se dire, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, on va les prendre sous notre tutelle, enfin, on va les aider pendant 2 ans, on va les accompagner. Donc, que ce soit un projet professionnel, mais également dans leur vie de tous les jours par des accompagnateurs socio-professionnels. Et c'est en fait de dire, ces gens-là, on va essayer de leur créer un parcours et de les accompagner pour les remettre dans le droit chemin de l'emploi. Alors, ça peut être des personnes qui ont été éloignées depuis longtemps, des personnes réfugiées, tout type, tout profil. Et en fait, on est multi-activité. Donc là, je parle pour tout le groupe, pas que pour Réseau Origami. Et c'est ce qui fait un peu notre force. On peut répondre sur pas mal de sujets avec une certaine polyvalence. Et de ça, justement, ça va nous permettre, nous, alors Réseau Origami, on est très petit, on fait un petit peu de collecte déchets 5 flux, carton, plastique dans le centre de Strasbourg via les commerçants des petites entreprises. Mais ça nous permet également de se lancer maintenant dans tout ce qui est matériaux du bâtiment, et en plus avec la collaboration de Boma, qui fait partie en plus, qui a son dépôt de réemploi dans nos locaux, justement d'avoir une réponse un petit peu plus globale à cette problématique de matériaux et déchets du bâtiment, donc suivant le cas où on le prend en réemploi ou si on le prend en recyclage. Et c'est là où si Boma n'a pas forcément la solution en réemploi, on va pouvoir identifier avec nous certaines filières de recyclage et aussi en amont pouvoir permettre aux faiseurs, aux entreprises, aux constructeurs et tout ça, d'essayer de trouver les solutions en amont pour pouvoir jeter le moins possible en fait. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec certains partenaires.
Et nous, spécifiquement, Réseau Origami, donc à part la collecte de déchets 5 flux, on va aussi s'inscrire dans les prochains temps. Là, on est en train de lancer ça et c'est en lien avec la filière du bâtiment dans le recyclage des fenêtres. Donc, en fait, venir sur chantier ou récupérer chez les artisans ou même en déchetterie professionnelle, ça c'est encore à voir, tout ce qui est fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium. Et d'un côté, casser tout ça. Donc, nous, avec nos petites mains, avec nos personnes qu'on essaie de réinsérer, de casser ça et donc de faire ça proprement, bien sûr, dans des conditions de sécurité qui sont optimales pour pouvoir d'un côté recycler le verre en verre plat et ensuite tous les montants PVC dans les filières de recyclage PVC et le bois. Donc ça, c'est pas encore forcément au point, mais là, on est en train justement de se pencher sur la question avec Boma et l'aluminium, même si on se doute bien que ce gisement va être très minime, vu les coûts de l'aluminium. Mais voilà, donc nous, on essaie vraiment d'avoir une réponse globale avec nos partenaires, que ce soit Boma, que ce soit notre groupe en interne ou même d'autres partenaires ceux qui ont pu intervenir avant et tout. Moi, je pense que c'est un effort global qui doit être fait justement pour qu'on arrive à ces chiffres de pourcentage de réemploi, de recyclage qui doit d'ici 2030. Enfin, voilà. Et puis avec la loi AGEC. Alors nous, la loi AGEC, on a eu la chance que de notre côté par rapport également à tout ce qui est emploi inclusif, d'avoir maintenant des choses qui vont pouvoir se faire avec des marchés dédiés pour l'inclusion, pour l'insertion, qui va nous permettre de développer des emplois, parce que c'est vraiment une des conditions et un des leitmotifs qu'on a, c'est vraiment de remettre les gens au travail, ceux qui étaient vraiment longtemps éloignés de l'emploi ici. En plus, ça peut être en lien avec l'écologie, le développement durable et les métiers, les matériaux du bâtiment et toutes les problématiques dans le bâtiment, c'est d'autant mieux. Voilà. Une information, une question. D'abord dire que l'association Boma elle est référencée sur la plateforme collectif. Il y a près de 1600 vues de votre fiche entreprise. Voilà. Ouais, vous pouvez faire un pouce levé. Bravo. J'invite vraiment encore les participants aujourd'hui à vous référencer, vous faire connaître. C'est aussi comme ça qu'on vous met ensuite en lumière sur le réseau collectif. Et la question, c'est comment est-ce que votre coopération elle est née? Comment est-ce que vous êtes connus professionnellement, j'entends qu'est-ce qui vous a relié? Qu'est-ce qui fait lien aujourd'hui dans cette économie de la coopération? Je me permets de répondre en premier, Geoffrey. Je pense que, en fait, nous, à un moment donné, on a eu besoin d'un partenaire logistique. En fait, c'est ce que disait Sébastien Billard tout à l'heure de Rickling, c'est qu'il y a des partenaires qui le font très bien, la logistique. Donc, nous, tout de suite, cette partie, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément la réaliser nous-mêmes. De toute façon, on n'avait pas, dès le départ, on n'avait pas les capacités de le faire. Et plutôt que de se tourner vers un acteur de l'économie classique, ça nous a semblé plus intéressant, plus aligné avec nos valeurs de s'adresser à un partenaire de l'insertion, qui en plus avait cette capacité à traiter toute la partie déchets. Puisque moi, je n'ai pas forcément beaucoup insisté dessus pendant ma petite présentation, mais nous, on travaille vraiment pas, on ne se définit pas comme un acteur du déchet. On est vraiment un acteur du matériau. On capte le matériau avant qu'il devienne un déchet et on s'en occupe. On s'occupe vraiment de la prévention des déchets. On ne gère pas de déchets. Et le fait d'être avec Origami sur ces questions-là, c'est ce que tu disais, Geoffrey, c'est vraiment cette façon de se répartir. En fait, la répartition est très claire et très complémentaire. Et le fait que ça soit un acteur de l'insertion, pour nous, c'est... Rien à rajouter, voilà. Ouais, non, c'est clairement ça. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à nos intervenants. Merci à tous pour votre participation. Je vous propose, avant de conclure, donc, de passer sur une intervention de la région, donc Jean-Philippe Michel, à propos des dispositifs et engagements donc, de la région et de l'ADEME Grand Est sur la filière du bâtiment. Voilà, je reprends la parole pour vous dire comment c'est cool les dispositifs de la région et de l'ADEME. Je vais reprendre ça plusieurs fois, je crois que c'est bon pour le moral. Alors, un petit focus sur la filière BTP.
Effectivement, au niveau de la région, on a mis en place certains outils. Les outils que vous avez en vert, c'est ce qu'on a déjà mis en place pour animer cette filière. Alors, pourquoi on a souhaité animer cette filière-là spécifiquement? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elle représente 2/3 du volume des déchets, donc très important. Donc, ce qu'on a déjà mis en place, c'est de l'éco-exemplarité par rapport à la construction et la rénovation de nos services, la région, l'ADEME, l'État. Ensuite, un appel à projet déchets du BTP dont je vais vous parler un peu plus tard, donc je passe. On sensibilise les MOA à la prévention valorisation des déchets. On est en train de mettre en place un observatoire des déchets du BTP, donc pour pouvoir les suivre dans le temps. Et ce qui est en violet, c'est ce qu'on souhaite mettre en place ou qui est en cours de mise en place, notamment. On souhaite mobiliser les organisations professionnelles du BTP par le biais d'une convention régionale. On met en place également un copil de suivi de la filière et enfin un groupe de travail économie circulaire et BTP où là, on fait intervenir plutôt des entreprises. Ricklane en fait partie, par exemple. Et là, le but, en fait, c'est de créer des liens, des réseaux entre ces entreprises-là qui sont plutôt motrices dans soit le recyclage, soit le réemploi de matériaux du BTP, histoire de faire tâche d'huile et que d'autres aient envie en fait de faire pareil. Voilà, c'est un peu l'objectif de cette animation de filière. Si tu veux bien aller sur le slide suivant. Donc, le focus sur l'appel à projet BTP. Donc, c'est un appel à projet qui vise en fait à mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière pour améliorer la valorisation ou le recyclage des déchets. On passe d'une approche déchets à une approche produit-ressources. Et enfin, on essaye d'atteindre les objectifs du SRADET, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'un des objectifs étant la valorisation de 70% des déchets sous forme de matière. Donc, les projets en question sont financés par l'ADEME, qui est également présente aujourd'hui, par plusieurs représentants émérites, j'ai envie de dire, et la région, par le biais de Climaction, qui est le programme commun que vous avez en bas, là, avec le petit logo, et dans une logique de guichet unique, effectivement. Petit retour sur 2019 et 2020, donc on avait 52 lauréats, plus de 6 millions d'aides Climaction pour plus de 60 millions d'euros investis. Ça fait 1 euro d'aide pour 9 euros d'investissement. 67 emplois créés et plus d'1 million de tonnes de nouvelles capacités de valorisation en matière. Vous voyez, quand je vous disais que l'économie circulaire, c'était cool, parce que là, en l'occurrence, ça crée des emplois et les entreprises investissent et en fait, les déchets créent de la richesse et des emplois au niveau local. C'est même super cool. Et un deuxième focus sur les perspectives 2021 de cet appel à projet. C'est le slide suivant. Voilà. Pour l'instant, donc, on a 17 lauréats et 29 candidatures, tout simplement parce que la deuxième phase de cet appel à projet est encore en cours, et qu'il y a encore une sélection en cours qui est en train d'être faite, et qu'a priori, mais cette décision ne nous appartient pas, qu'il est possible que cet appel à projet soit reconduit pour 2022. Pourquoi je dis cette décision ne nous appartient pas? Tout simplement, ça appartiendra aux futurs élus qui vont être élus dimanche d'ailleurs. Donc, allez voter. Et donc, voilà, ça sera leur décision de savoir si cet appel à projet sera reconduit pour les années à venir. Voilà ce que j'avais à dire sur la filière BTP. Alors, je ne sais pas si Christophe Barrel veut rajouter quelque chose ou Laurent. Le principe était un binôme, Philippe a très bien résumé. Ce partenariat, on l'a réinscrit, l'ADEME intervenait auparavant. Le PRPGD, entre guillemets, renforce la collaboration avec la région. Il y a de fortes chances, effectivement, pour cet enjeu-là, que l'ADEME et la région, l'année prochaine, relancent un appel à projet BTP. Peut-être pas sur la même volée, en tout cas, sujet fort. On vous l'a dit, 2022, il y a une REP qui se mettra en place. Donc, évidemment, tout ce qui est réglementaire ne devient plus éligible des financements publics. Mais je ne pense pas que 2022, la problématique des déchets bâtiments, qui représente 60%, mais de mémoire, Jean-Philippe, des déchets du Grand Est, donc ce n'est pas les déchets des ménages qui sont d'une problématique de flux de déchets, c'est bien ceux du BTP. Alors autant le TP, on le voit là sur la photo, le TP a un très bon taux de recyclage, c'est au niveau du bâtiment et de la rénovation et du recyclage des matériaux et du
emploi, que les efforts seront apportés et les exemples qui ont été proposés tout à l'heure illustrent le champ du possible et toute la coopération et l'intelligence humaine qu'on y mène. Donc voilà. Donc merci Jean-Philippe et puis moi j'ai pas d'autre intervention que de dire on vous reverra sur d'autres secteurs d'activité, BTP ou autres, dans collectif sur le sujet. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Donc, restez bien connectés au réseau collectif. Vous verrez passer les actualités. Je vous propose donc de conclure ce webinaire. Si vous avez, donc, pour ceux qui sont pressés, juste un petit mot. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à nous contacter à contact@collectif-grandest.org. On vous répondra. Et je vous propose, pour les personnes qui le souhaitent et qui ont des idées, de choisir ou de proposer donc le sujet de la prochaine rencontre locale. Vous allez recevoir donc dans le chat un code exactement le même que celui du début. Et je remercie pendant ce temps-là tous les participants, des intervenants qui ont permis donc d'avoir des témoignages très intéressants. Oui, merci à tous, merci à toutes. Ce qu'on va aussi faire, puisque le temps est toujours compté malheureusement, ce lien, on va aussi vous l'envoyer par mail. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de répondre maintenant, vous enchaînez avec un autre webinaire, par hasard. Prenez le temps de proposer des sujets pour les prochaines rencontres du réseau collectif. On regardera toutes vos propositions dans les prochains jours. Voilà, donc ne nous mettons pas la pression, mais prenez le temps, proposez des sujets, des thématiques pour répondre à vos vrais besoins et à vos attentes. Denis, il n'y avait pas un projet de planning pour le second semestre que tu voulais aborder ou j'ai tout loupé? Alors, j'ai mis en appétit tout le groupe là, en ouverture du webinaire et on servira ce menu avant les congés. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un menu qui va venir. Donc, on peut au moins se quitter en disant qu'il y a quelque chose qui va venir derrière. Exactement. Aujourd'hui, on était à la mise en bouche. Merci à tous, merci à toutes. Merci aux témoins, aux partenaires de l'événement. Voilà, certains commencent déjà à répondre. Parfait, merci. Sur les nouveaux sujets qui seront proposés par le réseau collectif. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Amandine, qui était notre guide et qui est notre guide sur le réseau collectif et notre animatrice en chef. Bravo. Merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.